Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 330 de Change ma vie, Oser prendre la parole avec Nina Ramen. L'épisode de cette semaine est un nouvel épisode des Conversations Change ma vie pour lesquelles j'invite des personnes remarquables pour parler de leur parcours et de leur mission. Mon objectif pour ces échanges, c'est d'en retirer les clés et les enseignements qui pourront vous inspirer à créer la vie extraordinaire qui vous ressemble. Et cette semaine, j'ai la joie de recevoir Nina Ramen, qui est entrepreneure, autrice et dont la spécialité, c'est d'aider les femmes à prendre la parole en ligne et ailleurs pour prendre leur place et développer leurs projets. J'ai rencontré Nina à l'occasion d'un rassemblement d'entrepreneurs. On s'est tout de suite trouvé des points communs, notamment dans notre introversion. Et j'apprécie énormément son énergie, sa finesse et sa grande authenticité. Je pense que vous allez vous en apercevoir. Et donc, si vous ne la connaissez pas encore, je pense que vous allez beaucoup l'aimer comme moi. Ce sujet de la prise de parole, il me passionne aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important qui se joue dans notre capacité à dire ce qu'on veut dire, à exprimer qui on est et ce qu'on pense, et à demander ce qu'on veut. Le pouvoir commence là, et trop de personnes, trop de femmes en particulier, s'autocensurent ou restent silencieuses par peur de s'exposer au jugement, par peur de se ridiculiser ou par peur d'être remises à leur place. Donc si vous vous sentez concerné par ce sujet, ne bougez pas, l'échange que nous allons avoir avec Nina va vous permettre de mieux comprendre comment vous pouvez dépasser ces craintes, si elles vous concernent, et surtout ce que vous avez à y gagner. Bonjour Nina, bienvenue. Bonjour Clotilde, je suis très heureuse d'être là et merci pour cette introduction absolument incroyable. Eh bien, merci beaucoup Nina, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur Change ma vie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter de la façon que tu préfères ? Oui, alors je m'appelle Nina Ramen, je suis dirigeante d'une boîte qui s'appelle Ramène ta fraise et qui aide effectivement les femmes à prendre la parole en ligne. Je les aide notamment à utiliser les espaces en ligne pour gagner plus d'argent de manière assez large. C'est majoritairement des entrepreneuses que j'aide, mais les outils sont à disposition de plein de personnes, puisque même quand on est salarié, prendre la parole en ligne, c'est une des manières aussi de se faire connaître, de progresser dans sa carrière. Donc, disons que j'aide les femmes de manière générale à prendre leur place pour derrière en faire des leviers de carrière. Voilà. Ma spécialité, c'est le copywriting, donc avec un W, copywriting, qui est l'art de vendre avec les mots. Donc, c'est une discipline du marketing. Et l'idée derrière, c'est d'aider les gens, c'est de permettre aux gens de convaincre avec les mots, tout simplement. Donc, on peut maintenant en ligne convaincre des centaines de personnes. On est à un post, à une ligne, à un email de convaincre la personne en face de nous, que ce soit son boss, que ce soit ses prospects. Donc, voilà, j'aide les personnes à utiliser l'art de vendre avec les mots. Alors cette idée de libérer la parole des femmes en particulier, que tu t'es donnée comme mission, pourquoi est-ce que c'est un enjeu important pour toi personnellement ? Qu'est-ce qui t'a appelé à cette mission-là ? Alors, il n'y avait pas grand-chose qui me prédestinait à faire ça, puisque moi, à la base, je suis dyslexique. Donc, je confondais les P, les B, les D. Et si tu veux, écrire en ligne, ce que je fais majoritairement, c'était pas du tout quelque chose que j'aurais pensé oser faire. Tout simplement parce que quand tu es dyslexique, on te dit que que écrire, c'est pas fait pour toi. D'ailleurs, j'avais des notes négatives en dictée. Donc, tu vois, à l'école, c'est quand même la seule matière où tu peux avoir des notes négatives. Donc, tu vois, ça ancre quand même des croyances qui sont « tu ne peux pas, tu n'es pas capable ». Donc, j'ai grandi avec ça. Et ça, peut-être que les gens qui nous écoutent ont grandi aussi avec des croyances comme ça, de se dire « bon, ok, je peux pas, je suis pas capable », etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est important pour moi parce que j'ai dépassé tout ça. J'ai écrit un livre qui est publié par Erol, qui s'appelle Copywriting pour entrepreneurs. Et disons que le chemin que j'ai fait aujourd'hui, il a été hyper parcouru, semé d'embûches. Ça n'a pas été forcément facile de déconstruire les croyances que j'avais. Ça n'a pas été forcément facile de créer d'avoir des rôles modèles. Et donc, moi, j'ai choisi aujourd'hui d'aider un maximum de femmes à faire la même chose, tout simplement. Je pense que c'est aussi important dans le monde de faire ça, parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles gagnent 25% de moins que les hommes, déjà, premièrement. La majorité des gens qui sont pauvres sont des femmes. Et dernière chose, les femmes se font couper la parole 2 fois plus souvent que les hommes.
Donc, je me suis dit qu'il y avait quand même 2-3 choses à changer. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire que si les femmes sont plus visibles, bah, elles ont plus d'opportunités. Et si elles ont plus d'opportunités, ben forcément, elles ont plus de progression dans leur carrière ou de chiffre d'affaires si elles sont entrepreneuses. Et ça les rend plus riches. Et au travers de l'argent, on vit dans un monde, une société comme capitaliste, et l'argent permet quand même un peu la liberté. Et donc, si on veut vraiment émanciper les femmes, si on veut vraiment leur permettre de quitter leur mari, tout simplement, hein, tu vois, par exemple, c'est des dynamiques que moi je connais, que je vois au quotidien dans les femmes que j'accompagne, en fait, il faut aussi casser la liberté financière de le faire. Et donc, moi, enrichir les femmes, je me dis que c'est plutôt important dans le monde dans lequel on vit, en tout cas, dans celui pour lequel moi j'aspire. Voilà, en gros, grosso modo. Donc individuellement, parce que je me dis, mais moi j'aurais adoré avoir quelqu'un qui me dise, écoute, il y a un chemin possible et t'es pas nul et ta voix mérite d'être entendue, premièrement. Et d'un point de vue plus macro, je pense qu'aujourd'hui les femmes quand on pense à un expert, on imagine plutôt un mec, plutôt blanc, plutôt avec ses cheveux gris et plutôt en costume cravate. Désolée pour ceux qui nous entendent, qui sont dans cette situation, mais c'est vrai, beaucoup plus qu'une femme jeune, racisée, lesbienne, etc. Et donc je pense que ces profils-là ont besoin d'être autant représentés. Et que ça, c'est mon combat aujourd'hui, clairement. Oui. Et dans ton parcours, justement, de dyslexie et de croyances qui t'ont été instillées que l'écriture, c'était pas pour toi, est-ce que tu arrives à identifier qu'est-ce qui a changé un jour qui t'a permis de te dire, en fait, si, ça peut être pour moi? Qu'est-ce qui a créé ce déclic? La première chose, c'était d'avoir des modèles et d'avoir des personnes qui le font et pour qui je me dis, ah mais oui, c'est vrai que c'est possible. Et là, il y a plein de femmes qui m'ont inspirée, qui écrivaient en ligne, de personnes qui prenaient la parole, de personnes qui avaient des podcasts. Tu vois, c'est pas que prendre la parole à l'écrit, c'est aussi de voir des femmes qui me ressemblaient, qui étaient jeunes et qui n'avaient pas besoin d'autorisation pour le faire. Donc, tu vois, je me suis dit, mais attends, si elles le font, pourquoi moi je le ferais pas? Et aussi d'avoir des personnes comme ça proches de moi, dans mon environnement de travail. J'ai rencontré notamment un ami qui s'appelle Nicolas Galita, qui est une personne qui écrit tous les jours, écrit un post par jour. Et je me suis dit, mais en fait, il a rien de plus que moi, tu vois. Je lui ai demandé, mais comment tu faisais, comment tu fais? Il me dit, je pose mes fesses sur une table et j'écris. J'ai dit, ah, ok. Et donc, tu vois, avoir des rôles modèles, ça te permet de te dire, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est pas si difficile que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était aussi accepter de faire des choses nulles. C'est-à-dire que être dans l'action, beaucoup plus que d'être dans la réflexion. On m'a tellement stigmatisée à l'école en me disant que les fautes d'orthographe, c'était grave, que du coup, je ne faisais plus rien. Et quand tu fais rien, tu risques pas de progresser. Donc, une des clés, ça a été d'accepter de faire des choses nulles. Donc, d'accepter de faire des publications qui faisaient 0 like, d'accepter d'envoyer des emails qui n'avaient pas de réponse, d'accepter de prendre la parole et que ce soit pas forcément excellent, mais tu peux pas espérer peindre la chapelle Sixtine si tu n'acceptes pas de faire des bonhommes en bâton. Donc, agir, c'est aussi de se dire, ok, je vais faire des trucs qui vont pas être top, mais je vais les faire, et demain, ça sera mieux. Et faire 1% chaque jour, ça permet à la fin de l'année d'être 36 fois meilleur. Donc, j'essayais tous les jours, tu vois, de faire 1% mieux, mais déjà le passage à l'action. Donc, numéro 1, rôle modèle et exemple. Deuxièmement, passage à l'action. Troisièmement aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me former. De me former ou de me faire coacher. Je mets un peu les deux dans le même panier, mais me former parce que la connaissance donne la confiance en soi. Plus tu sais, et plus tu te dis, ok, je sais qu'une bonne prise de parole, c'est ABCD. Un bon poste, c'est ABCD. J'ai confiance en moi, j'ai plus confiance en moi pour y aller parce que je sais, je me sens sécurisée par les connaissances que j'ai. Ensuite, mesurer. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Donc, que ce soit en prise de parole en public, aller demander aux gens qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu as retenu. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'améliorer, d'avoir du feedback. Et la dernière chose, c'est avoir une équipe de personnes sur qui m'appuyer sur le long terme. C'est un peu comme quand on court un marathon. Quand les gens ne courent pas un marathon tout seuls chez eux. Ils courent un marathon avec plein de monde autour d'eux parce que le groupe, l'équipe aide à aller plus loin. On se dit, mais ok, allez, je peux pas lâcher là. Et puis, on voit tous les gens autour de nous le faire. Et donc, avoir une équipe. Donc voilà, c'est un peu les grandes choses qui m'ont le plus aidé. C'est pas forcément dans l'ordre, mais la première, c'est avoir des rôles modèles. La deuxième, c'est vraiment à faire beaucoup plus que penser, me dire que je ferai des trucs nuls, puis c'est pas grave, ce sera mieux demain. Ensuite, me former ou me faire coacher, itérer et prendre du feedback négatif et positif et voir améliorer au fur et à mesure, faire 1% mieux chaque jour. Et la dernière chose, avoir une équipe de personnes qui m'aident à pas lâcher.
Ouais. Alors, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, tout ça, ce sont des éléments qui gravitent autour d'un élément central qui est ta capacité à croire en la valeur que tu peux apporter. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de se dire je vais commencer par faire un truc nul, mais je vais m'améliorer, il y a des gens qui le font autour de moi, je peux faire pareil, itérer, etc. Ça se construit quand même sur un postulat de base qui est je pense que j'ai quelque chose à apporter. Oui. Et ça, est-ce que tu penses que que tu l'as toujours eu, cette intuition que tu avais quelque chose à apporter? Sinon, comment est-ce que tu l'as construit? Ouais, pas du tout. Je pensais pas du tout avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Et d'ailleurs, c'est maintenant ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que ce qui m'a permis de faire sauter cette croyance, c'était la phrase suivante: parle à la toi d'il y a 2 ans. Dis-toi que la personne que tu étais il y a 2 ans, qu'est-ce qu'elle se posait comme question? Quels sont les problèmes qu'elle rencontre et que tu as résolus aujourd'hui? Donc pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être peut-être qu'elles ont obtenu une promotion. Donc quel conseil tu te donnerais à la toi d'il y a 2 ans pour obtenir cette promotion? Peut-être que cette personne, elle a réussi à prendre la parole en public. Quels sont les conseils que tu donnerais à cette personne il y a 2 ans? Et se dire qu'on est toujours à une marche de quelqu'un. Donc on est toujours le dans 2 ans de quelqu'un. Et l'importance, c'est de se dire, qui sont les personnes que je peux aider? Voilà. Et donc, tu pourras pas aider tout le monde, peut-être, même si tu n'es pas expert. En fait, tu peux aider des gens qui sont les toi d'il y a 2 ans. Comment j'ai trouvé un logement à Paris en étant étudiant en alternance, tu vois. Ça peut être n'importe quoi et ça peut être très large. Mais la première chose à faire, c'est de se dire que il y a juste besoin d'être une marche. Il n'y a pas besoin d'être un expert, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui sait tout. Juste partage ton expérience, essaye de raconter précisément ce qui t'a aidé, un peu comme ce que je suis en train de faire là. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ton histoire, peut-être qu'il y a des gens qui vont appliquer un seul de tes conseils et ça va leur changer la vie. Et plus tu vas faire ça, et plus tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui vont venir vers toi en disant « Ah, parce que tu as dit là ce jour-ci, ça m'a aidé. » Et ça m'a... Du coup, maintenant que tu le dis, ça m'aide aussi à comprendre que... prendre du feedback positif, enfin, plus tu vas le faire, plus il y a des gens qui vont venir vers toi pour te dire « Ah bah ça m'a aidé, ah bah ça m'a aidé, ah bah ça m'a aidé », plus tu vas prendre confiance en toi et plus ça va te donner envie de le faire. Donc il y a aussi ce cercle vertueux qui est que quand tu passes à l'action, il se passe des choses qui vont faire que ça va remettre de l'essence dans le moteur, quoi. Et moi, c'est ça qui s'est passé. Ça a remis de l'essence à chaque fois. Et d'ailleurs, à chaque fois que je crée du contenu, j'ai toujours un peu peur de me dire « Ah, est-ce que je vais apporter de la valeur ?» Et à chaque fois que j'ai des retours, ça remet de l'essence pour le tour suivant, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que quand on a ce retour parce que quand on a ce retour de l'extérieur, ça permet de mettre en lumière. Parce que quand on s'exprime voilà, de façon assez naturelle et spontanée. Et ça permet de mettre en lumière qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, c'est comme si tu envoyais plein de flèches. Et puis, il y en a quelques-unes qui atteignent leur cible. Et on revient avec la flèche en disant oui, celle-là, elle a atteint une cible. Et un des éléments que je voudrais souligner dans ce que tu dis, pour que les personnes qui nous écoutent puissent se l'approprier aussi, c'est que ça repose sur la capacité aussi à mesurer et à valoriser sa propre croissance. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. C'est des personnes qui... On avance tous nécessairement, c'est-à-dire qu'au fil de nos expériences, au fil des semaines, des mois, des années, on avance, on grandit, on développe des compétences, etc. Et la grande majorité des gens ne s'en aperçoivent pas parce qu'en fait, c'est des progrès on gagne 1 millimètre chaque jour. Et donc, cette capacité justement à faire le jeu des 7 différences entre la moi d'il y a 2 ans et aujourd'hui, en fait, il ne faut pas passer à côté parce que c'est ça qui permet de dire ça, je peux l'apporter parce que la version de moi d'il y a 2 ans et tous les gens qui en sont là ont ces 2 ans à parcourir que moi j'ai parcouru, quoi. Ouais. Et la toi d'il y a 2 ans, elle existe en plein de versions. C'est-à-dire qu'il y a la toi d'il y a 2 ans, mais la personne que tu étais il y a 2 ans n'est pas si différente de plein de gens, en fait. Et la deuxième question aussi que j'invite les personnes à se poser, c'est à partir de combien de personnes que vous avez impactées, vous êtes content? Est-ce qu'il suffit d'avoir changé la vie ou la vie en un seul mot ou la vie en 2 mots d'une personne? Est-ce que c'est suffisant pour toi? Est-ce qu'il en faut 2? Est-ce qu'il en faut 3? Est-ce qu'il en faut 4? Est-ce qu'il en faut 10 000? Et en fait, en général, quand tu vas prendre la parole, même devant une salle de 30 personnes, il y a quand même de grandes chances pour que tu aies 1, 2, 3, 4, 5 personnes que tu arrives à convaincre
tu convaincras difficilement 100% de la salle de toute façon, mais à minima, c'est 10%, ça fait 3 personnes, maximum 90%. Et forcément, en fait, ça a un impact. Et il suffit peut-être pour toi de changer la vie d'une seule personne. En tout cas, moi, quand je publiais, c'est ce que je me disais. Je disais, s'il y a une seule personne qui change d'avis ou que j'ai aidé au travers de ce que j'ai partagé, bah franchement, j'ai gagné ma journée, quoi. Ouais. J'adore cette idée-là. C'est vrai que ça suffit en fait. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et encore une chose, désolée, ça rallonge, mais qui m'a beaucoup aidée, c'est pose-toi la question quand quelqu'un prend la parole en public ou sur Internet, comment est-ce que toi tu juges cette personne ? Est-ce que tu la juges ? Est-ce que tu la juges pas ? Et généralement, quand tu vois quelqu'un prendre la parole en public, tu es plutôt bienveillant avec cette personne. En ligne, bon, un peu moins. Mais quand tu as une personne qui est debout en face de toi, c'est un tel acte de vulnérabilité que la majorité de la salle, en fait, elle est quand même bienveillante par rapport à ça. Et pose-toi la question comment toi, tu abordes les personnes qui vont prendre la parole. Et ce qui, moi, a changé ma vie, c'est de ne plus juger les personnes qui le font parce que de toute façon, elles sont déjà meilleures que toutes les personnes qui ne le font pas. Et tu vois, rien qu'en ayant cette manière de ne pas juger les autres, c'est aussi une manière de ne pas se juger soi-même et de ne pas se dire que les autres vont se juger. Et donc ça, c'est vraiment une habitude que je me suis ancrée de moi et moi-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup atténué les voix qui me disent que je suis nulle aussi parce que j'ai arrêté de dire que les autres sont nuls. Oui, tout à fait. On a un épisode de Change ma vie qui s'appelle Suspendre son jugement et qui parle justement de ça, du fait qu'on se sent très jugé par les autres quand on juge les autres beaucoup et que si on veut se sentir moins jugé, en fait, c'est simplement de ne pas être branché sur Jugement FM. Alors, bon, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont jamais connu les radios FM. Mais voilà, si on n'est pas soi-même sur la longueur d'onde du jugement en permanence, on y pense moins, on se sent moins effectivement jugé. Donc, cette peur du jugement, elle est constante dans nos vies en général et dans la prise de parole en particulier. Parmi les personnes avec qui tu travailles sur ces prises de parole en ligne et ailleurs, qu'est-ce que tu identifies comme étant les craintes principales qui peuvent les entraver dans la prise de parole ? Effectivement, j'ai rien d'intéressant à dire. Donc là, on en a un peu discuté. On a dit, qu'est-ce que tu as appris par la toi d'il y a 2 ans, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. J'ai le syndrome de la page blanche. Et ça, c'est important parce que si tu commences à essayer d'écrire ou de parler sans avoir rassemblé tes idées, tu demandes à ton cerveau de marcher et de nager en même temps. C'est-à-dire que tu lui demandes d'avoir des idées et en même temps de les organiser et en même temps de les restituer. Et ça, c'est vraiment des étapes c'est comme un triathlon, mais tout en même temps. C'est ça, en même temps, c'est ça. Et c'est comme un triathlon, mais au lieu de faire les uns après... voilà, tu essaies de tout faire et du coup, tu trébuches. Ce qu'il faut faire, c'est justement comme un triathlon, d'abord faire la nage, ensuite faire... Bon, je sais pas ce qu'il y a dans le triathlon, tu m'as lancé sur une analogie que je maîtrise pas. Mais la nage, la course et je crois que c'est du tir. Voilà. Donc, tu essaies de faire ces choses les unes après les autres. Et quand tu prends la parole, c'est la même chose. D'abord, tu t'installes et tu rassembles tes idées. Deuxième étape, tu structures ces idées. Troisième étape, tu te mets à écrire et à diffuser ton message. Et quand tu as peur, si tu essayes de diffuser ton message sans avoir fait la phase d'idéation, forcément, c'est là où tu vas avoir le syndrome de la page blanche. Et donc, avant même de se mettre à écrire ou à parler, ce que j'invite les personnes qui nous écoutent à faire, c'est à créer leur boîte à idées. Une boîte à idées, c'est tout simple. C'est des notes d'un téléphone. Et moi, ça s'appelle boîte à idées. Maintenant, j'ai un autre outil, mais avant, ça s'appelait juste boîte à idées. Et dès que je voyais une idée intéressante, dès que je parlais avec quelqu'un d'une idée qui me semblait intéressante, dès que, j'avais une idée... Parce que les bonnes idées, en fait, elles viennent... Dans la vie, quand on a des interactions, elles viennent au quotidien. Elles viennent quand on a des discussions comme on a là. Et c'est à ce moment-là qu'elles viennent les idées. Elles viennent pas quand tu es posé devant ta chaise et puis tu attends et puis tu te dis peut-être que je vais avoir une bonne idée. Ça vient pas. Donc, faut pas attendre d'être dans cette situation-là pour avoir des idées. Et là, je suis en train de sortir mon téléphone pour te montrer ce que j'ai dans ma boîte à idées là maintenant tout de suite. Tu vois, j'ai écrit une idée que je trouvais super intéressante qui s'appelle « J'ai fait des erreurs et j'en referai, j'espère juste que ce sera pas les mêmes ». Ça, c'est une phrase qui est tirée d'une chanson d'Orelsan. Et je me suis dit, ce serait super intéressant peut-être de la transformer et de l'intégrer dans une prise de parole à un moment. Je me suis notée, c'est majoritairement pour écrire des posts sur LinkedIn parce que moi, c'est le média sur lequel je suis, mais c'est valable pour tout. Je me suis notée, si tu es en guerre contre les impôts, tu vas souffrir.
Donc c'est vraiment parce que moi, je m'adresse aux entrepreneuses, donc je sais que les impôts, c'est un sujet, etc. Et j'ai l'impression que ça devient aussi en accroche, non? Exactement, Ouais. ça me vient en accroche. Alors, pour ceux qui nous écoutent, une accroche, c'est la phrase, la première phrase, alors soit d'une vidéo, soit d'un contenu sur Internet, qui permet d'accrocher l'attention. Et en fait, si on n'a pas une accroche qui est efficace, en fait, les gens passent. Donc, il faut en fait attraper l'attention avec une phrase bien punchy comme celle que tu nous... Il faut qu'elle soit un petit peu choc. Ouais, exactement. En fait, c'est un peu la bande-annonce du film, quoi. Faut vraiment donner envie aux gens par une phrase d'accroche pour ensuite leur raconter le message que tu as envie de leur transmettre. Donc l'accroche, c'est quelque chose qui est très important à travailler. D'ailleurs, peu importe les prises de parole que vous faites. Et pareil, tu vois, j'ai encore une autre idée. Le pouvoir est détenu par ceux qui savent raconter des histoires. Tu vois, là, je me suis notée... Quand je me dis que je vais écrire ou que je vais prendre la parole, d'ailleurs, même avant même de venir ici, en fait, je me mets toujours de quoi je veux parler, quelles sont les idées. Donc ça, c'est la phase d'idéation. Donc ce que j'invite les personnes à avoir, celles qui ont peur d'avoir le syndrome de la page blanche, faites votre boîte à idées. Remplissez votre boîte à idées tous les jours au moins de 3 idées. Notez-les, prenez ce réflexe-là. Il faut que ce soit super rapide parce que s'il faut sortir son carnet, son stylo et tout, faites un truc sur votre téléphone, le truc le plus rapide, le plus efficace possible. Et vous n'aurez plus le problème de la page blanche. Parce que le jour où vous allez vous mettre sur votre page blanche, vous ouvrez simplement votre boîte à idées et vous récupérez les idées qui vous inspirent le plus le jour même. Ouais. Déjà, je voulais juste ouvrir une parenthèse, c'est que j'ai exactement le même truc. Alors moi, ça s'appelle pas boîte à idées, mais j'ai dans mon application de to-do list, j'ai tout un truc avec où je les note au fur et à mesure et au moment de prévoir les épisodes du podcast, je reprends. Donc là, j'ai Unconditional Rest. Je crois que tout le monde veut savoir ce qu'il y a dedans. Les chiffres de votre vie, l'alter ego, comment ne pas se prendre la tête pour des petits trucs. L'échelle et le mur, consommer moins, donc des sujets qui vont, c'est peut-être un jour, bientôt, sur le podcast. Mais je ne sais pas comment on vit sans ça. Et tous les épisodes de Clotilde ont forcément commencé par être une idée dans la to-do list, exactement. Et je pense que c'est vraiment la clé quand on veut prendre la parole. Et du coup, tu deviens porté par ton message. Et ça, je pense que c'est donc syndrome de la page blanche, on le guérit avec sa boîte à idées. Le syndrome de l'imposteur, on le guérit en se disant, t'as pas besoin d'être la plus grande experte du monde. Probablement que tu l'es pas, d'ailleurs, parce qu'il y en a pas. Mais par contre, combien de personnes t'as besoin d'aider et parle à la toi d'il y a 2 ans. Donc ça, c'est une manière de surmonter le syndrome de l'imposteur. Et la troisième chose, c'est la peur d'échouer. En gros, la peur de faire un flop. Et ça, je pense que... Alors, moi, je fais de l'écriture en ligne. Et c'est vrai qu'en ligne, si tu fais un flop, en fait, personne ne va le voir. Parce que y a peu de gens... tu vois, les algorithmes sont faits de manière à ce que si tu publies un post qui n'a pas de likes et de commentaires, en fait, l'algorithme va interpréter ça comme un mauvais post et il va juste le passer à la trappe et à la poubelle et personne ne le verra. Donc, c'est la pire chose que tu risques. Prise de parole en public. OK, qu'est-ce que ça veut dire l'échec pour toi ? À partir de quand tu évalues un échec ? Et ça, je pense que ça peut beaucoup aider. Et ce qu'il faut savoir aussi sur l'échec, et sur la partie un peu mindset aussi sur ça, c'est la peur ne part jamais. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn. J'ai écrit des centaines, voire des milliers de posts. Et à chaque fois que j'appuie sur le bouton publier, j'ai encore peur. Donc tu vois, la peur, elle part jamais. Et peut-être que ce qu'il faut se dire, c'est que le faire, puis le refaire, fait que ton cerveau s'insensibilise à la peur, qui comprend qu'il n'y a pas de danger, parce que la peur de prendre la parole, elle est quand même avant la peur de la mort. Donc si vous écoutez cet épisode et que vous avez peur, c'est normal, sachez que votre cerveau vous envoie juste des signaux. Oui, c'est une forme de mort sociale, donc c'est quasi la même chose. Ouais. Exactement, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est que le cerveau se dit, je prends la parole en public, donc je peux dire une connerie, donc je peux me faire rejeter socialement. Et si je me fais rejeter socialement, je meurs. Bon, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de la tribu pour chasser. Il y a Franprix, et on peut aller acheter de la nourriture en dessous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous risquez pas grand-chose à prendre la parole. Et le but, c'est de s'améliorer, de devenir un peu meilleur chaque jour. Et je pense que si on part dans cet état d'esprit en se disant « Ok, je vais pas faire le grand Rex demain, ou je vais probablement faire un post à 100 millions de vues, quoi. Mais mon but, c'est de faire un peu mieux. Un peu mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un peu moins stressé. Ça veut dire que ça me prenne un peu moins de temps. Et peut-être ça veut dire impacter un peu plus de gens. Et encore. Et si tu fais ça tous les jours et que tu t'es aussi indulgente envers toi-même sur ta progression et que tu regardes les choses en termes de progression et pas de valeur absolue, c'est sûr que si tu te compares à Clotilde qui a fait plus de 300 épisodes ou à Nina qui a fait 100 000 abonnés, là, ça va être dur. Mais compare-toi à la toi d'hier. J'aime bien les soins du passé, plutôt qu'à des personnes qui sont 10 étages au-dessus de toi.
Oui, tout à fait. Il y a un épisode de Change ma vie qui s'appelle Comment préparer une prise de parole en public, sur laquelle, dans cet épisode, j'explique, et je pense que ça peut s'adapter sur la rédaction d'un post aussi sur les réseaux sociaux. C'est au lieu d'essayer d'éviter l'échec, c'est d'aller en direction de l'échec, c'est le raisonnement inversé, et de se dire qu'est-ce qui garantirait mon échec? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour faire vraiment le pire post ou la pire prise de parole? Et ensuite, tu fais exactement le contraire de ça. Et donc, c'est une façon, ça fonctionne assez bien pour justement désamorcer la peur et lancer le cerveau sur la piste de, voilà, allons voir le scénario du pire pour en recueillir les graines, les graines de l'inverse du pire qui est donc le scénario du meilleur. Voilà. Et je trouve que ça fait émerger des très bonnes idées. Et je pense que sur la rédaction d'un post, ça fonctionnerait aussi. Et je te rejoins complètement sur l'idée de... la peur, en fait, on croit à tort qu'il faudrait, pour avancer, ne plus avoir peur. Et en fait, les gens qui avancent, ce sont simplement des gens qui ont appris à composer avec la peur, à avoir une relation différente à la peur. Et si on ne résiste pas à cette peur parce qu'on lui dit, OK, elle peut être sur la banquette arrière et tant qu'elle ne conduit pas, ça va bien se passer. On se prouve à soi-même, voilà, j'ai survécu, donc probablement ce coup-ci aussi, je survivrai. Ouais, même Beyoncé, elle a le trac, hein, c'est sûr. Ouais. Tu connais l'anecdote de Sarah Bernard qui parlait à un jeune comédien et elle demandait au jeune comédien s'il avait le trac, et lui, très fier, avait dit à Sarah Bernard, ah non, pas du tout. Et elle lui avait dit, vous verrez mon petit, ça viendra avec le talent. C'est ça. Et oui, Beyoncé, pareil, tu vois, elle a inventé, tu parlais de l'alter ego, elle s'est inventée une alter ego, oui. Sasha Fierce, et qui serait une personne qui serait l'inverse d'elle, peut-être qu'elle aurait plus confiance en elle. Enfin, c'est un personnage, en fait. Et d'ailleurs, l'image qu'on a en ligne, bah, c'est une partie de nous, en fait. Ça peut pas être 100% nous. Et Beyoncé, c'est pareil, en fait, c'est une partie d'elle, hein, c'est pas 100% elle. Et elle a appelé son alter ego Sasha Fierce pour se donner de la force, pour se donner du courage. Et donc, ce que j'invite les gens, c'est à se dire, bah, ok, en fait, c'est Sasha Fierce, c'est... Comment s'appelle votre alter ego qui prend la parole à votre place, et quelles sont ses qualités, ses caractéristiques. Et ce qui est marrant, c'est que Beyoncé, au bout d'un moment, n'a plus besoin de Sasha Fierce. Elle a tué Sasha Fierce parce qu'elle est arrivée enfin à incarner qui elle avait envie d'être vraiment et à oser prendre la place qu'elle avait envie de prendre. Et ce qu'elle montrait, c'était aussi que Beyoncé était la petite fille fragile qui n'osait pas, alors que Sasha Fierce était la meuf badass qui acceptait de prendre cette place aussi. C'est marrant que tu en parles parce qu'on est en train de préparer quelque chose qu'on va proposer autour de cette idée de double héroïque. Donc, parce que moi, je m'en sers beaucoup aussi, et ça m'est très utile. Donc, ouais, c'est trop bien. À suivre. Donc voilà, donc en gros, voilà, pour revenir sur la question que tu m'as posée, il y a plusieurs choses. Il y a le syndrome de la page blanche, syndrome de l'imposteur, la peur d'échouer. Et la dernière chose que je dirais dans la peur d'échouer, c'est aussi ce que je conseille, c'est de s'entourer de pairs, de personnes qui font le trajet en même temps que vous. Moi, la manière dont je travaille quand j'accompagne les femmes, c'est qu'elles sont en équipe et elles voient, en fait, on compare souvent notre intérieur avec l'extérieur des autres. Donc, on va comparer notre intérieur de moi, je prends la parole, avec ah, mais regarde comment elle le fait, elle est trop stylée, elle fait des posts qui font des cartons et tout. Et on voit rarement l'intérieur des autres. Et parfois, être en équipe, bah, ça te permet aussi de partager tes doutes et de voir les doutes des autres. Et quand tu vois la nana qui fait un post qui explose ou qui fait un chiffre d'affaires qui explose, bah, tu vois aussi des coulisses du truc et tu te dis, ah ouais, en fait... Tu la récupères en larmes. Ouais, tu te dis, en fait, c'est pas... ouais, c'est ça. Et tu partages pas que les succès. Et ça, je trouve que c'est une bonne clé d'apprentissage. Moi, j'adore l'apprentissage en groupe et de voir aussi les autres, comment ils font, de voir leurs coulisses. Et aussi, bah, c'est un peu comme la copine qui va à la salle de sport avec toi. Au lieu de te dire, je vais y aller tous les lundis à 8h, bah, en fait, tu sais que ta copine, elle t'attend et elle va te dire, OK, t'es où ? Et donc, s'engager, créer ce qu'on appelle l'engagement social, c'est-à-dire de s'engager avec quelqu'un, c'est ouais, être être comptable de quelqu'un, je sais pas comment dire en français, mais s'engager avec quelqu'un en disant, bah voilà, là, on fait 3 fois par semaine, on fait un post par semaine, on fait une vidéo, on fait un réel, on fait, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, et on le fait ensemble. Et pareil pour une prise de parole, ben, viens, on le fait ensemble et ça y est, là, à partir de maintenant, dans 3 mois, on est toutes les deux sur scène et donc il y en a plus qui peuvent rater, quoi, ou qui peuvent abandonner. Ouais. Et je trouve que c'est effectivement, ça a énormément de valeur, cette partie de normalisation de
de la réalité émotionnelle en fait de ces prises de parole et de ces prises de risque aussi, hein, parce que c'est vulnérable de prendre la parole en public et on a ce point commun que dans nos accompagnements, on propose une démarche partagée qui permet justement ce côté avoir accès à la réalité de l'expérience de quelqu'un d'autre. Ça permet de se dire en fait, voilà, le fait que moi je ressente ces émotions-là, ça ne veut pas dire que je suis pas faite pour ça, ça ne veut pas dire que je m'y prends mal, ça ne veut pas dire que je fais fausse route, ça veut juste dire que moi j'ai accès à la réalité de l'expérience humaine de ce truc que je suis en train d'essayer de faire et que les autres rencontrent des choses, alors si ce n'est identique, du moins similaires ou peuvent le comprendre ou voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en réalité parce qu'elles pensent que les émotions qu'elles ressentent, ça veut dire, voilà, sens interdit, panneau stop, panneau danger, voilà. Le cerveau, tout s'allume. C'est pas pour toi, parce que si c'était pour toi, tu te sentirais autrement, et autrement mieux. Alors qu'en fait, non. Faut y aller malgré la peur. C'est ça. Et en parlant de vulnérabilité, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que tu peux partager ta vulnérabilité aux gens auxquels tu t'adresses. Et si c'est ta première prise de parole, si c'est ton premier post, si c'est la première fois que tu fais quelque chose, dis-le en fait. Et si t'as peur, dis-le. Dis aux gens, voilà. Et moi, c'est souvent ce que je fais quand je fais plutôt des lives, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de l'écrit. En fait, je suis assez l'oral, ça a mis du temps à venir. Autant j'ai très vite fait des posts qui explosaient, etc. Une communauté via ça, mais ça m'a mis beaucoup de temps à passer à l'oral. Et il y a toute une période pendant laquelle les gens m'attendaient clairement quand je prenais la parole à l'oral, parce que j'avais une communauté, les gens arrivaient et puis ils disaient on attend Nina, et puis voilà, ils voulaient la même expérience qu'ils avaient à l'écrit, à l'oral. Et moi, ça me mettait beaucoup de pression. Et je commençais tout le temps par dire, vous savez, moi, vous me connaissez à l'écrit, je suis une meuf de l'écrit, mais je suis très stressée d'être là, et à chaque prise de parole, pour moi, c'est une expérience et c'est une épreuve. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. D'ailleurs, je parle vite. Donc, voilà, j'essaie de faire de mon mieux, etc. Et donc, je désamorçais, en fait, les peurs que je pouvais avoir et ce qui pouvait se passer. Et finalement, ça crée un lien qui est intéressant, qui a de l'empathie. Et la salle, elle est forcément bienveillante après. Ouais, c'est désarmant et les gens ont plutôt envie de. Oui. La plupart des gens sont gentils. Ouais, ils veulent te hyper après. Ouais. Et moi, c'est aussi comme ça que j'ai construit, alors pas que sur la prise de parole en public, mais même sur les posts. C'est un peu comme ça que j'ai construit ma marque personnelle, même quand j'étais salariée, parce que j'ai commencé quand j'étais salariée. Et je racontais mon chemin et aussi les obstacles de mon chemin. Et donc, j'avais pas toujours besoin de montrer une image super bright. Parfois, je disais, écoutez, là, je galère, là, c'est compliqué, voilà les échecs que j'ai rencontrés. Et finalement, tu crées... En fait, les gens sont dans ton équipe. Et donc, quand tu y arrives, ils sont super contents pour toi. Et ouais, tu crées cette communauté autour de toi. Et tu fédères beaucoup aussi en te montrant comme ça. Et dernière input sur ça, c'est juste un exemple, mais j'avais souvenir d'une série de vidéos que Léna Situation avait fait. Et elle fait ça très bien. Tu vois, elle se montre beaucoup dans des positions de vulnérabilité, ce qui fait que on sait que c'est une femme qui génère un business de dingue, qu'elle a une marque personnelle incroyable sur son public, mais elle se montre aussi vulnérable, et ça fait aussi qu'elle arrive à créer un lien très fort avec les gens qui l'écoutent. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se serve de ses émotions, de sa vulnérabilité, et pas avoir peur de ses émotions de manière générale, même les émotions négatives. Accepter aussi les émotions et de les donner au public, qu'elles soient positives, mais ça on a plutôt l'habitude, mais surtout négatives, parce que t'as pas besoin de montrer une image super bright pour que les gens t'aiment. À l'inverse, on aime plus cette amie qui nous montre ses galères que qui nous dit ah ouais mais moi je suis comme toi, franchement le matin je me lève, voilà, faut que je m'habille, il faut que je dépose les enfants à l'école, j'arrive, j'ai un t-shirt qui est pas mis, j'ai une tache, machin, voilà, plutôt que l'ami, tu sais, c'est un peu le blond de Gad Elmaleh, quoi, tu sais, qui est toujours propre sur lui et tout, lui on le déteste. Non, on aime les personnes qui nous ressemblent. C'est l'archétype du héros ou de l'héroïne. Exactement. Au cinéma, t'as le héros à qui tout réussit tout le temps, il est parfait, tout se passe bien, il veut un truc, il y va, il l'a, truc. Tu sors de la salle au bout de 5 minutes. On a besoin effectivement d'avoir des aspérités. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on est la personne qui a les aspérités, il faut un rapport à ces aspérités et à ces faiblesses qui soit suffisamment fort, en fait, Tout à fait. pour qu'on puisse les montrer sans avoir l'impression que ça nous dévalorise aux yeux des autres. Exactement. Je perçois également qu'il y a une crainte, en particulier sur tout ce qui est publication en ligne, parce que tu l'as évoqué, les gens sont globalement plus indulgents
gens est plus bienveillant dans des prises de parole en présentiel, quand ils ne sont pas cachés par l'anonymat ou la distance en ligne. Et je sais que toi, sur des sujets que tu abordes, en particulier en lien avec le féminisme et la maternité, il t'est arrivé de susciter des réactions. Alors, réaction vive est un euphémisme. Donc voilà, à différentes occasions, tu as eu des critiques très véhémentes et très nombreuses. Et je le sais sans l'avoir vécu moi-même, mais pour connaître un petit peu l'expérience de personnes à qui c'est arrivé, que c'est émotionnellement très difficile, que c'est parfois assez traumatisant. Et je me demandais comment est-ce que toi, tu avais vécu ces situations et qu'est-ce que tu avais pu développer comme façon de les aborder extérieurement et intérieurement, c'est-à-dire dans tes actions, mais aussi dans ta vie intérieure quand ça s'est produit. Ouais. Effectivement, quand on écrit en ligne, on s'expose à la haine en ligne parce que les gens, comme tu l'as dit, autant en vrai, ils vont être super soutenants et puis en ligne, tu vas avoir des réactions négatives aussi parce que ton message est beaucoup plus exposé. Tu vois, en ligne, tu vas publier, même si t'es pas quelqu'un avec une communauté, ton message, il peut aller très très vite et auprès de gens que tu ne maîtrises pas. Là où dans une salle, tu sais exactement qui t'écoute. Donc les messages peuvent circuler très vite et effectivement, la haine peut circuler aussi. Et donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des messages. Après, moi, j'ai des messages qui sont assez forts sur la maternité. Tu vois, j'ai fait une vidéo qui disait, j'aime mon enfant, mais j'aime pas être mère. J'ai une vidéo qui a dit, c'est sur Instagram, j'ai une autre vidéo qui disait, c'est mon compagnon qui s'est occupé de mon enfant les 9 premiers mois, parce que moi, juste, je me remettais de la grossesse. Et donc, c'est lui qui a fait tout le travail parental pendant 9 mois. Et ça, les gens, ils ont pété un câble. Et globalement, tu vois, c'est deux messages qui remettent beaucoup en question la place de la femme dans la société. Et donc, forcément, quand tu as des messages aussi forts et aussi progressistes, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc là, déjà, il y a plusieurs types de réactions qui sont très simples. Ça, c'est plutôt ce que j'enseigne. Et après, je vais te dire un peu comment moi, je l'ai vécu. Comment moi, je fais. Mais en gros, tu as 3 types de réactions. Soit tu ignores, soit tu supprimes, soit tu débats. Si tu ignores... Enfin, on va commencer par si tu débats. Si tu débats, tu as peu de chances pour que la personne elle revienne sur ses positions parce que c'est un débat public et les gens rentrent dans une espèce de posture. Et c'est pas un vrai débat, en fait. C'est juste un dialogue de sourds. Et finalement, toi, tu vas beaucoup dépenser ton énergie. Et il suffit que tu en aies 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour que finalement, tu te sentes vider ton énergie dans un débat que tu vas pas gagner. Donc, moi, je déconseille plutôt de rentrer dans l'arène. J'ai un copain qui peut pas s'empêcher de le faire, je comprends. Mais c'est une première manière de réagir. La deuxième manière de réagir, c'est de supprimer les commentaires comme ça. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Notamment les commentaires racistes, les commentaires sexistes, je les enlève parce que je sais que j'ai beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux. Et donc, laisser ces commentaires, c'est donner une tribune. Parce que comme mes posts sont beaucoup vus, je sais pas, ils sont entre 10 000 et 100 000, ou parfois 1 million. Comme mes posts sont beaucoup vus, ça donne une tribune aux gens qui publient parce que les posts sont vus autant que le mien. Donc, moi, je les supprime. Et c'est aussi une manière de se débarrasser de ça parce qu'on mérite pas ça, quoi. Enfin, voilà, hein, ciao. Voilà, à un moment, il faut aussi être sympa avec soi-même. Et la dernière chose, c'est ignorer. Ignorer, c'est aussi une manière de se dire j'ai même pas l'énergie de supprimer, je fais même pas ça, parce que même supprimer me coûte de l'énergie, donc j'ignore tout simplement. Ça, faut avoir la réaction qui nous semble la plus ok par rapport à ce qu'on vit. Au début, moi, je débattais parce que je supportais pas, parce que je me dis mais tu comprends, je veux juste l'expliquer que, mais en fait je veux juste l'expliquer parce que je suis sûre que s'il comprenait ce que je veux dire, il dirait que j'ai raison aussi, et donc je vivais dans cette idée que je pouvais convaincre l'autre alors que pas du tout, et donc j'ai arrêté de le faire. Mais peut-être que si tu démarres la publication, tu as besoin de passer par cette phase où tu vas débattre et tu vas peut-être te rendre compte, économiser l'énergie, supprime direct, mais peut-être que tu en auras besoin et que si tu le fais pas, ça va toi-même te frustrer. Donc premier conseil, ce serait plutôt essaie de te respecter dans tes besoins. Maintenant, donc ça, c'est un peu comment on réagit pour l'extérieur. Maintenant, comment on réagit pour l'intérieur. Parce que ce qui se passe, c'est quand on a un commentaire haineux, forcément, ça vient taper sur nos insécurités, ça vient taper sur la petite voix intérieure, ça vient valider la voix intérieure qu'on se dit déjà. T'es pas intéressante, t'es une mère indigne. Bon, en l'occurrence, c'était une mère indigne. Ça vient amplifier cette voix que je me dis déjà. Si c'est une voix que tu te dis pas, ça te pose pas de problème. Mais quand c'est une voix que tu as déjà avec toi-même et pour toi-même, là, ça entre en résonance et c'est là où c'est douloureux. Donc,
en externe, on a vu ce qu'on pouvait faire. Maintenant, en interne, première étape, moi, si j'ai un emballement, ce qui m'est déjà arrivé, je coupe tout. Donc, je coupe tous les réseaux sociaux. Vraiment, je me connecte plus parce que le plus important à ce moment-là, c'est de protéger ta santé mentale. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver en pleurs, de ne pas réussir à me sortir de mon lit à cause de ce genre de truc, de prendre des anxiolytiques à cause de ça, mais parce que je suis à un niveau qui est très exposé. Ça peut très difficile. Ce que je raconte là, ça arrive très difficilement au début, en fait. Ça arrive au moment où tu deviens très exposé. Donc, première chose que je fais, c'est que moi, je supprime tout. Je précise juste que je pense aussi que ton niveau de résistance a augmenté avec ton niveau de visibilité, mais que je voudrais juste normaliser pour des personnes qui peut-être ont posté un truc sur un compte sur lequel il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent, mais il y a une personne et qu'en fait c'est proportionnel à l'expérience et à la visibilité, et que si ils ne pouvaient plus sortir de leur liste, c'est pas voilà, c'est normal aussi. Enfin, c'est légitime aussi, parce que je pense, et tu l'as pas mentionné dans l'impact, mais il y a quelque chose de l'ordre, enfin il y a une réaction du système nerveux dans le fait d'avoir reçu des expressions de haine, comme le mot est fort, mais le ressenti est fort aussi. Et je pense que ça, c'est pas juste parce que c'est des pixels sur un écran que ça n'a pas un vrai impact sur notre système nerveux. Donc, ouais, tu as tout à fait raison. Pardon, désolé, je reformule et je reviens là-dessus. C'est qu'effectivement, même un commentaire peut faire l'effet de. Et d'ailleurs, parfois, moi, j'ai des dizaines de commentaires, puis il y en a un qui me touche, et puis c'est celui-là. Donc, ouais, totalement d'accord avec ta remarque. Et du coup, première chose, couper, supprimer, enlever tous les réseaux sociaux. Moi, la deuxième chose que je fais, c'est que j'ai une personne qui est le contact d'urgence, qui se connecte à mon compte et qui nettoie. Et donc cette personne, son travail, bon alors après c'est soit quelqu'un de votre équipe, si vous entreprenez, moi c'est une personne de mon équipe, mais ça peut être une amie. Ok, il s'est passé un incident, je me sens pas bien, est-ce que tu peux regarder, est-ce que tu peux supprimer? Et cette personne, elle a en amont les instructions et elle sait quoi faire. Et elle sait comment le faire, et elle est garante du fait que les messages négatifs se propagent pas et que toi tu tombes pas dessus par hasard. Et troisième étape, et qui est pour moi la plus importante, c'est en parler. En fait, ce qui se passe, c'est quand on a ce genre de message, l'émotion, je trouve qu'on ressent, c'est la honte. Et parce qu'on se dit peut-être c'est vrai, on se dit peut-être c'est nul, etc. Et l'émotion qui guérit la honte, c'est l'empathie. Et donc, quand on a honte, c'est contre-intuitif, on a envie de se rouler en boule dans son lit, mais faut en parler. Tout simplement, faut en parler, et en parler à des gens qui sont capables d'empathie. Pas à la personne qui va dire « Ah non, mais en même temps, il fallait pas poster ». Non, celui-là, on le veut pas. À quelqu'un à qui on puisse demander et verbaliser « Écoute, là, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin que… » Ni quelqu'un qui comprend pas le sujet et qui dit « Mais attends, mais c'est que des… Oui. Mais c'est les gens, tu les connais pas, tu t'en fiches. » Pas quelqu'un qui minimise. Donc quelqu'un qui comprend, capable émotionnellement d'empathie et cognitivement qui comprend qui sait de quoi il s'agit, quoi. Et peut-être qu'il aurait été un peu briefé à la base, quoi, en lui verbalisant le truc. Moi, typiquement, moi, j'ai un groupe de copines. C'est mon plan d'action urgence, quoi. C'est quand j'ai ce genre de publication. Allô, j'ai une… Elles sont aussi créatrices de contenu, elles publient aussi régulièrement. Ok, là, j'ai un truc, est-ce que tu peux m'aider? Et on se fait une session de câlins émotionnels. Et ça, franchement, c'est trop bien. Donc ça aide beaucoup. Et aussi, autre chose, un retour d'expérience des personnes qui l'ont déjà eu. Et effectivement, se rendre compte que on n'est pas seul dans cette situation, que c'est que c'est régulier, malheureusement. Et se rendre compte qu'on n'est pas un cas isolé, ça fait beaucoup de bien. Et que le problème, du coup, c'est pas nous. Et dernière étape, remettre une timeline pour se remettre dessus. Pour se remettre dessus, pour s'assurer que tout est OK, qu'on se sent bien émotionnellement, et reprendre le contact qui avait pris possession du compte, et vérifier avec cette personne, savoir est-ce que c'est OK, est-ce que là c'est bon, c'est nettoyé, voilà, et recommencer dessus. Et je te donne un exemple juste pour illustrer. Une de mes dernières vidéos là sur Instagram, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me suis pas occupée de mon enfant les 9 premiers mois, c'est mon compagnon qui l'a fait, et je supportais tellement pas ce qu'il m'était dit, parce que c'est appuyé sur un truc qui était trop récent chez moi. J'ai supprimé la possibilité de mettre des commentaires. Et donc ça, c'est OK aussi. Il y a des moments où tu peux supprimer ta publication si tu te sens mal. Il y a des moments où tu peux dire aux gens « Je veux pas votre avis, j'enlève les commentaires ». Et c'est totalement OK. Ouais.
Ça me permet de faire le lien avec ce sujet de santé mentale que tu as évoqué là, parce que tu fais partie des personnes qui portent de multiples casquettes. Donc, tu as ton entreprise, tu es en couple, tu as un petit garçon, et je sais aussi que tes liens sociaux ont beaucoup de place. Que tu veux vraiment garder cette vie sociale qui est pas toujours facile à maintenir quand on est parent, mais que tout ça c'est beaucoup de choses qui prennent beaucoup de place et que tu as besoin de temps pour toi, pour t'occuper de toi. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment est-ce que tu essayes de garder un équilibre au milieu de tout ça pour te sentir le mieux possible et soigner ta santé mentale? Alors, spoiler alerte, je suis épuisée. Ouais. Je parle beaucoup de santé mentale parce que tu vois, pour vous donner un exemple, effectivement, je suis maman, je suis entrepreneuse, je suis une amie, enfin voilà, effectivement. Il y a 6 mois, j'étais au fond de mon lit avec du Xanax parce que j'arrivais pas à sortir, parce que j'étais épuisée en fait. Bon, j'ai pas fait de burn-out parce que j'ai eu cette chance, tout simplement. Mais je pense que j'aurais pu. J'aurais pu. Et ça a été un énorme signal d'alerte pour moi. Donc, premier spoiler alert, je suis. C'est difficile et voilà, il n'y a pas d'image bright. Moi, j'aime bien partager aussi les coulisses parce que je pense que c'est important aussi de montrer aux gens quand c'est moins bien, quoi. Je le partage. D'ailleurs, je fais souvent des stories sur Instagram. Je fais beaucoup. Je raconte beaucoup ça. La première chose que je fais, c'est que alors, juste avant ça, élément d'explication aussi. Je pense que quand on est une femme, on assume aussi beaucoup de choses et beaucoup plus de travail. Le travail domestique, on sait que les femmes, elles font en moyenne 1 heure de tâches ménagères en plus par jour à la maison. Pareil, en entreprise, on pose moins facilement nos limites, on dit moins facilement non. Donc, on se retrouve aussi avec une charge énorme dans notre life à gérer. Bon, et on est aussi toujours beaucoup dans le care des autres, donc ça contribue à la charge mentale. Ceci étant dit, moi, j'ai mis pas mal de choses en place. Et d'ailleurs, la première chose, c'était de me faire coacher. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, le coaching, ça aide quand même beaucoup à poser ses limites et à dire non. Moi, j'étais quand même très people pleaser, dire oui à tout. On est éduqué comme ça, quand on est une femme aussi beaucoup, à dire oui, à faire plaisir, à être gentil. Et moi, j'ai dû beaucoup réapprendre à dire non et à fixer mes limites. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est de déléguer. Je parle au travail, mais je parle aussi à la maison. Alors moi, j'ai le luxe de pouvoir le faire parce que je suis entrepreneuse. Et donc forcément, ça me donne la liberté de pouvoir embaucher pour le faire. Mais le choix que j'ai fait professionnellement, c'est peut-être de gagner moins d'argent, mais d'avoir plus de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails de business, mais en gros, en fait, tu peux choisir de prendre tout l'argent pour toi ou de prendre quelqu'un et te dire, bon, ok, je vais aussi bosser avec cette personne. Peut-être que je mettrai moins dans ma poche et puis que j'irai moins vite, etc. Mais par contre, j'aurai plus de temps pour moi, je serai dans une équipe, ça sera plus stable. Peut-être qu'émotionnellement, je me sentirai mieux. Et moi, j'ai fait ce choix-là, clairement. Et je me suis pas culpabilisée. Donc, je pense que je mettais une mauvaise mesure de ma santé mentale. Je reliais ma valeur à mon chiffre d'affaires. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à le faire. C'est-à-dire, quand on a du mal à s'attribuer une valeur, on va prendre des valeurs externes. Et donc, moi, c'était mon chiffre d'affaires, c'était mon nombre de likes, c'était des choses comme ça. Et à partir du moment où j'ai arrêté de faire ça, ça m'a fait du bien. Donc ça, je l'ai compris aussi. J'ai compris aussi en coaching. Mais donc, déléguer, pour en revenir, au travail, déléguer à la maison, avoir des conversations avec mon compagnon sur comment sont réparties les tâches concrètement. Ça a beaucoup aidé aussi. Et accepter de ne pas être une super woman qui peut tout faire. Et aussi le former, le sensibiliser en fait au fait que en fait il faut qu'on répartisse les choses équitablement, que parfois il y a du travail que tu te rends pas compte, du coup je fais ça, la charge mentale, etc. Donc il y a beaucoup de discussions là-dessus. Aussi, ce qui m'a aidé, c'est ne pas se comparer. Et donc je fais beaucoup de déconnexion sur les réseaux sociaux. Donc des unfollow. Enfin, tu désuis. Parfois, je désuis. Mais, ouais. Et parfois, même, je ne me connecte pas aux réseaux sociaux avant une certaine heure. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. En ce moment, pas en ce moment, mais pendant 3 mois, j'avais vraiment besoin. Et tous les soirs, de 19h à midi, je n'avais aucun réseau social. Et donc, vous avez un bloqueur
dans vos applications qui s'appelle temps d'écran sur l'iPhone, mais vous avez plein d'applications qui le font, qui vous coupent vos réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, je le sais parce que je travaille dedans, ça a un côté génial, mais c'est comme les couteaux, quoi. Tu peux t'en servir pour faire le meilleur bœuf bourguignon de ta vie, mais tu peux aussi t'en servir pour tuer quelqu'un. Donc, les réseaux sociaux, c'est à manipuler avec précaution. Et donc, j'ai coupé les réseaux sociaux parce que ça me permettait aussi d'arrêter de me comparer à je sais pas qui, tu vois, pour je sais pas quelle raison, la nana qui est trop belle, qui est trop bien foutue alors qu'elle a accouché il y a 2 ans et que moi je suis encore là avec mes 15 kilos, la nana qui fait le triple de chiffre d'affaires alors que moi je suis là, je galère, enfin voilà, bon bref. Donc les réseaux sociaux, encadrer les réseaux sociaux. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, désolée c'est un peu décousu, mais je donne un peu les choses telles que moi je les applique, c'est écrire dans des carnets. C'est du journaling, donc voilà, Clotilde est en train de me montrer son carnet. Mais faire du journaling, ça aide énormément et je pratique plusieurs choses. Mais la gratitude, ça c'est assez classique. Qu'est-ce qui m'a été inconfortable aujourd'hui ? Donc je fais la liste de ce qui m'a été inconfortable pour ne pas le refaire. Qu'est-ce que j'ai accompli ? De quoi je suis fière ? Voilà, globalement, c'est des choses qui m'aident parce que ça me permet de prendre du recul sur ma journée, de décharger émotionnellement. Et donc toi, tu fais en fin de journée ? Alors, je fais en fin de journée et en début de journée. Ça, c'est le protocole de fin de journée. Il y a le protocole de début de journée qui est 3 pages d'écriture. Crochet ouvrant, crochet fermant. C'est ça. Et protocole de début de journée, c'est t'écris 3 pages. C'est Julia Cameron. Julia Cameron, The Artist Way, exactement. Libérer votre créativité. Qui est un exercice qu'elle donne, qui est d'écrire 3 pages manuscrites tous les matins. Et je me suis lancée là-dedans et depuis, je fais ça. Il n'y a pas de bonne manière de faire ces pages du matin pour celles et ceux qui nous écoutent. Prends un carnet, prends un stylo, pose-toi sur ta chaise et écris. Il n'y a rien de spécial à faire. Juste écouter peut-être ses émotions. Parfois, ça va être écouter ses émotions. Parfois, ça va être raconter une histoire. Parfois, tu vas juste inventer une histoire. Parfois, tu vas t'imaginer quelle pourrait être ta vie dans 2 ans. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir à ce moment-là. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir décharger tout ce que tu as dans ta tête pour passer une meilleure journée. Voilà globalement, de manière un peu décousue, tout ce que je fais. Ah oui, la dernière chose aussi, c'est, j'en parlais tout à l'heure avant qu'on démarre le podcast, c'est avoir des personnes dans sa vie à qui on peut décharger, qui peuvent nous conseiller, des personnes qui... Alors, nous, on fait ça sous forme de co-développement. Donc, la méthode du co-développement, c'est en gros, quelqu'un arrive avec un problème et les autres personnes essaient de le résoudre avec elle, quoi. Et j'ai 2 créneaux dans mon agenda qui sont réservés à ça. Et j'ai choisi minutieusement les personnes avec lesquelles je fais ça, qui sont les personnes qui comptent pour moi, dont j'ai envie d'avoir l'avis sur un certain sujet. Donc, c'est pas parce que tu es en couple avec ton mec ou ta meuf que tu as envie d'avoir son avis sur ta réunion de demain, tu vois. Donc, alors, il se trouve que moi, oui. mais voilà, moi, je fais du co-développement avec mon mari, ça marche très bien. Voilà, tu vois. Mais c'est parce qu'il est entrepreneur aussi et que du coup, ça matche bien là-dessus. Ouais, voilà. Mais oui, non, il faut choisir les personnes avec qui il y a le partage de compétences et d'expertise. Ouais. C'est ça, et avoir un temps dédié. Et je trouve que, alors, déjà avoir des personnes, donc ça crée de l'empathie, ça fait que les personnes, quand tu as tes problèmes, elles vont aussi t'aider à décharger et t'obliger à respecter ce créneau. Et donc, encore une fois, accountability, on a bloqué toutes les semaines et en gros la règle c'est on n'a pas le droit de déroger, quoi. Si tu déroges 2 fois t'es viré, quoi, en gros. J'exagère mais c'est à peu près ça. C'est l'idée de se dire que on s'engage aussi socialement auprès d'autres personnes pour s'obliger à prendre ce temps. Oui, parce que les autres personnes ont besoin de toi aussi. C'est exactement. Pas juste, et donc ça marche plutôt pas mal. Et globalement en fait dans tout ça c'est aussi prendre des moments pour soi, des moments de solitude. Moi c'est quelque chose qui est pas forcément facile parce que j'ai un enfant et tout. Donc, enfin, les gens qui n'ont pas d'enfants peuvent aussi avoir du mal à avoir besoin d'eux, mais l'arrivée d'un enfant dans ma vie, ça a quand même bouleversé beaucoup de choses. Et donc, j'essaie de retrouver des espaces de solitude où je m'occupe de moi. Voilà, globalement. Et je me pose régulièrement la question de où en est mon niveau d'énergie. Moi, je suis introvertie, donc il faut que je sois toute seule pour recharger mon énergie. Et donc, je me pose souvent la question avec moi-même où j'en suis de mon niveau d'énergie. Voilà, grosso modo, en vrac, toutes les choses qui m'aident à survivre. Ouais, j'aime beaucoup que tu aies évoqué cette idée des personnes qui t'entourent. Dans mon livre « La méthode change ma vie », j'ai mis ça en lumière, cette idée de bien s'entourer, avec cette idée de faire un audit de ses relations. Parce qu'en fait, je pense que... Donc là, manifestement, toi, tu as fait ce travail pour regarder qu'est-ce qui fonctionnait pour toi et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas pour toi. Et je pense que dans nos relations, il y a vraiment...
y a vraiment cette idée d'être intentionnel dans la création de son cercle. Et qu'il y a des personnes dans notre entourage qu'on ne choisit pas et avec qui on va choisir de maintenir une relation, même si ce n'est pas forcément les personnes qui nous soutiennent le plus. Mais on a quand même une latitude sur auprès de qui est-ce qu'on passe le plus de temps. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des clés pour identifier qui et s'il nous manque ces personnes-là, pouvoir pouvoir s'imaginer en fait mon cercle idéal, qui seraient ces personnes-là et ensuite où est-ce que je vais les chercher. Et il y a une chose qui me frappe en t'écoutant parler, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en lumière pour les personnes qui nous écoutent, c'est ce côté expérimentation. Ce que j'allais dire. J'entends qu'il y a beaucoup de choses que tu testes, tu identifies un besoin ou tu identifies que quelque chose que tu faisais ne fonctionne plus. Et j'entends ce côté qui, je pense, est très entrepreneurial d'ailleurs, mais qui s'applique dans la vie de quelqu'un qui n'est pas entrepreneur. C'est le fait de se dire on n'est pas obligé d'avoir un mode de fonctionnement figé et supposer que ça marchera de 18 à 78 ans, mais que en fait, c'est chaque année, en fonction de ce qu'on traverse, de ce dont on a besoin, qu'on peut mettre les choses, mettre le système à jour en fait, au fur et à mesure. Test and learn. C'est vraiment test and learn. Et tu vois, je vois souvent les miracle morning routines, là. Tu vois, lève-toi le matin, bois du lait d'amande, prends des douches glacées. Waouh! Mais moi, si tu me fais ça, je meurs, je pense. Et ça veut pas dire que les gens qui le font, ça leur fait pas du bien. Mais peut-être que ce qui marche pour toi ne marche pas pour les autres. Et l'inverse est vrai aussi. Ce qui marche pour les autres ne marche pas pour toi. Donc, effectivement, la meilleure manière de savoir ce qui fonctionne pour toi, c'est de tester. Moi, je soupçonnais pas que je suis assez introvertie, je l'ai dit. Donc, globalement, être avec des gens me prend de l'énergie, quoi. Je soupçonnais pas que ça m'aiderait autant d'être entourée d'autres personnes, parce que instinctivement je me dis plutôt non, en fait c'est seule que j'y arrive mieux, et j'ai testé ce truc là en me disant j'ai rien à perdre, et en fait mon énergie elle a énormément augmenté parce que c'était les bonnes personnes. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Nina, de créer la vie extraordinaire qui te ressemble? Trop bien. Vie extraordinaire, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que moi j'interprète vie extraordinaire? Pour moi, Nina, c'est pas la même chose pour tout le monde, c'est kiffer me lever tous les matins. C'est-à-dire que je sors de mon lit et que je sois contente et heureuse de le faire. Donc vie extraordinaire, pour moi, ça veut dire avoir une entreprise qui fonctionne, parce que c'est ma passion, en fait, l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'avoir un métier que j'adore, qui est globalement résoudre des problèmes. Donc ça, j'adore. Et ne pas mettre de réveil. Voilà, comme ça, c'est dit. Je rappelle que tu as un enfant, voilà, donc tu n'as pas besoin de réveil, tu as le réveil humain. C'est ça, c'est exactement ça. Avoir une équipe avec laquelle je me sens bien, ça, c'est important pour moi. Et faire beaucoup d'argent pour avoir le confort que j'ai envie d'avoir, et en fait la liberté que j'ai envie d'avoir. Malheureusement, on vit dans une société capitaliste où en fait l'argent est encore un levier de liberté, malheureusement. Et donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes pour moi. C'est peut-être pas très politiquement correct de dire ça, mais je l'assume. Donc ça, c'est la vie extraordinaire, avec aussi sur la partie plus perso, avoir mon enfant, avoir des moments en famille et avoir mon entourage. Donc ça, c'est vraiment... On en a parlé au travers de cette conversation, la vie extraordinaire, qui me ressemble maintenant, c'est ça la question. Qui me ressemble, pour moi, c'est plus se connaître et respecter ses limites. Parce que moi, je peux souvent aller dans quelque chose qui ne me ressemble pas quand je ne vais pas respecter mes limites. Souvent, je peux me laisser emporter par « Ah ouais, mais ce qu'elle fait, ça a l'air mieux » ou « Ah ouais, machin » ou « Ah ouais, mais en fait, elle est mieux que moi » et en fait, si, en fait, ça. Et là, tu vois, je vais commencer à pas respecter mes limites parce que je vais commencer à faire des choses. Imaginons par FOMO, un peu. Un FOMO, par exemple, tu vois, la vie extraordinaire, je pense que j'ai une vie extraordinaire qui me ressemble. Mais si, du jour au lendemain, je me disais « Ah, c'était trop bien le podcast avec Clotilde, je vais me mettre à lancer un podcast », tu vois, si ça se trouve, moi, le podcast, ça me ressemble pas du tout. Et donc, c'est un truc extraordinaire, tu vois. Mais ça me ressemble pas parce que mon média, moi, c'est plutôt l'écrit, tu vois. Et donc, résister toujours à résister. Être assez critique sur ça et respecter ses limites. Et là où, moi, tu vois, sur le podcast, peut-être que je respecterai pas mes limites, c'est effectivement le fait de parler. C'est peut-être plus énergivore que d'écrire, quoi. Et donc, peut-être que je pourrais aller dans une voie qui me ressemble pas. Et je dois toujours faire attention. Autant la partie vie extraordinaire, c'est la partie facile pour moi. Autant qui me ressemble. Il faut sans arrêt ajuster ajuster le curseur. Ouais. Toujours ajuster le curseur. Et ça, je pense que c'est très bien d'être très ancré au travers du coaching que tu vas pouvoir faire, de comment tu vas, toi, avoir une vision claire.
Tu vois, si tu as une vision claire de ce que tu fais, t'es plus ancré. Et moi, ouais, c'est la partie sur laquelle je pense qu'il faut que je travaille. Génial. Je l'applique Alors, utile. je voudrais te proposer, Nina, de nous donner le mot de la fin qui servira à remercier les personnes qui auront écouté cette interview jusqu'au bout, parce que ce mot de la fin, ils pourront le mettre en commentaire sur la plateforme où ils écoutent ou le réseau social sur lequel ils nous retrouvent. Donc, avec quel mot de la fin est-ce que tu veux nous laisser à la fin de cet épisode, Nina? Ouf, pression. Je pense qu'on a beaucoup parlé du fait de s'améliorer tous les jours, un tout petit peu. On a beaucoup parlé de tester des choses et de mettre en place de nouvelles habitudes et des choses comme ça. Je propose qu'on mette comme mot test and learn. Test and learn, ok. Tester ou en français, essayer et apprendre. Voilà. Essayer, ouais. Essayer Okay. et apprendre. Essayer parce que, en fait, l'idée, c'est de passer à l'action. Donc, agir, essayer des choses et apprendre de ces actions, c'est-à-dire essayer de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins et améliorer ce qu'on fait. Donc, tester et apprendre en français sur les plateformes sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Donc, sur nos réseaux sociaux de Change ma vie, mais également, Nina, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour t'envoyer des messages d'appréciation de tout ce que tu as partagé aujourd'hui? Ouais, nina.ramen, et vous m'envoyez en Donc, DM. Nina.ramen, c'est sur Instagram? Ouais, pardon. Okay. Nina.ramen sur Instagram. Et vous m'envoyez tester et apprendre, et je saurai que vous avez vu cet épisode. On saura que vous êtes les vrais. Exactement. Merci beaucoup, Nina, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, pour cette conversation très riche. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur vos plateformes d'écoute ou sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous avez retenu. Et puis, tester et apprendre, on a dit. Ouais. Tester et apprendre. À bientôt.